L'Assemblée va maintenant entendre une élocution de son Excellence Aleksandar Vučić, président de la République de Serbie. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Excellencies, ladies and gentlemen. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur que de m'adresser à vous à l'occasion de cette semaine de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale. Cette année, nous célébrons le 80e anniversaire de l'organisation fondée sur le dialogue, la coopération et la solidarité entre nations. Indispensable pour relever les défis contemporains. Nous pouvons créer un avenir fondé sur la sécurité et la dignité grâce à ces principes. Ce qui m'amène, mesdames et messieurs, aux 5 principes essentiels qui guident la politique étrangère de la Serbie et qui constituent des piliers de son action internationale. Premièrement, l'ONU n'est pas une relique du passé, c'est une boussole pour l'avenir. 80 ans plus tard, c'est un moment de réflexion et de franchise. L'ONU ne devrait pas être une scène ou une arène où les géants pourraient s'affronter au détriment des plus petits. Des pays comme le nôtre, qui appartiennent au Sud global, sont souvent considérés comme des pions. Mais nous devons montrer que nous pouvons garantir la coopération et y participer activement. Nous ne sommes peut-être pas les plus audibles, mais nous avons une vision claire, car nous servons de pont entre l'Est et l'Ouest. Il ne s'agit pas de conclure des accords aveugles, il s'agit plutôt de croire dans le dialogue qui est plus fort que la discorde. La Serbie est un partenaire fiable et prévisible, mais la réciprocité compte. Nous défendrons notre autonomie aussi fermement que nous défendons et protégeons la coopération. La Charte des Nations Unies n'a pas été rédigée pour marquer un moment de l'histoire. Elle a été rédigée pour résister à l'épreuve du temps. À l'heure où les fractures s'intensifient et s'accroissent, c'est la Charte qui nous maintient unis. La Serbie est un pont, et non pas une zone tampon. Un pont est censé relier. Je voudrais proposer Belgrade comme lieu de dialogue pour résoudre tous les conflits du monde. Je crois que nous sommes capables d'accueillir en toute sécurité les participants à de telles discussions. Le monde est confronté aux pires violences depuis la Seconde Guerre mondiale. En 2024, 61 conflits étaient déclenchés dans de très nombreux pays. Le chiffre le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. La violence sur les réseaux sociaux prend pour cible les élections, s'appelait négociations et les processus démocratiques. Mais ce que nous voulons, c'est essayer de trouver un terrain d'entente, même là où il y a des désaccords. Dans le monde entier, les gens ressentent une frustration très grande, car ils veulent un avenir meilleur pour eux et pour leurs proches. Et la meilleure façon d'y parvenir est de permettre à toutes et à tous de coopérer. Nous traversons des divisions extrêmement profondes entre les pays, les régions et les continents, plus que jamais depuis la création des Nations Unies. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que les divisions s'accentuent au sein même des sociétés, avec des conséquences extrêmement violentes. Les problèmes de communication peuvent atteindre des proportions très difficiles à surmonter dans les relations au sein des pays et entre les pays. Le monde est divisé, qu'on le veuille ou non.
Ces divisions sont moins idéologiques qu'émotionnelles, fondées sur la haine. Les sociétés s'effritent et les valeurs aussi au sein de ces sociétés. Les choses ont bien changé. Lorsqu'une personne décédée autrefois, on lui rendait hommage, quelle que soit cette personne. Mais aujourd'hui, des crimes commis contre des personnes innocentes peuvent susciter de la joie. L'exemple de Charlie Kirk en est la confirmation la plus parlante. Certains se sont réjouis de sa mort tout simplement parce qu'ils n'appréciaient pas ses idées. Il a été tué, assassiné. Mais il y avait des motifs politiques et médiatiques pour son assassinat. Ne soyez pas surpris que je parle de cet incident plutôt que d'autres conflits. Cela témoigne en effet la manière dont la communauté politique est aujourd'hui en train d'évoluer. À l'ère de la liberté totale, nous sommes aujourd'hui confrontés aux limites de cette liberté. Un présentateur d'ABC a en effet reçu plus d'attention que une personne qui a été assassinée. Qui sont ces gouvernants de l'ombre qui veulent diriger le monde dans chaque pays sans aucune légitimité et au détriment de la volonté populaire? Comme ils le disent, ils sont choisis par les dieux. Ce sont des phénomènes extrêmement dangereux qui vont conduire à une dissolution des sociétés et des pays et de la politique mondiale de manière générale. On a beaucoup parlé d'Israël et de la Palestine ici. Ces deux pays sont des pays amis. Je ne veux pas aujourd'hui prendre parti et dire qui est bon et qui est mauvais, ou désigner des coupables. Et j'aimerais vous ramener au début de mon discours. Des manifestations pro-palestiniennes massives ont eu lieu en Italie cette semaine. On scandait Gaza, Gaza, mais tout ce qui les intéressait pour certaines de ces personnes était de détruire simplement parce que le fait de s'opposer au gouvernement et de commettre des violences est aujourd'hui populaire. La première ministre Giorgia Meloni a qualifié cela de banditisme à juste titre. Mais c'est effrayant de constater que c'est la direction que prennent les sociétés. Malgré la violence des manifestants, en Serbie aussi, nous avons été confrontés à des difficultés similaires. Moi, j'essaye toujours d'être à l'écoute des populations et je pense, comme je le dis ici, qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue. J'ai toujours tendu la main pour dialoguer sur tous les sujets importants pour nos sociétés. J'ai toujours été à l'écoute de ceux qui ne pensent pas comme moi et je suis persuadée que nous surmonterons toutes les difficultés des derniers mois. Sur les défis mondiaux, les progrès ne sont pas égaux. Les contraintes budgétaires, les limites économiques, les difficultés d'accès aux outils, aux technologies accessibles aux pays les plus développés. Tout ceci est une réalité que nous connaissons en Serbie, réalité marquée aussi par des problèmes climatiques. La croissance est extrêmement importante pour la résilience climatique. Les partenariats, quant à eux, sont définis par des engagements et non par les hiérarchies. Ce que nous souhaitons, c'est coopérer sur des projets concrets sur les énergies propres, l'infrastructure et la transformation numérique. Et nous continuerons de nous appuyer sur ces principes. Alors que la confiance mondiale s'effrite, ces partenariats apportent des résultats concrets et renforcent la confiance chez nous et à l'étranger. Chers collègues,
Beaucoup d'États membres n'appartiennent pas à la catégorie des grandes puissances, comme la Serbie. Néanmoins, nous respectons les principes et les règles fondamentales de la Charte des Nations Unies. Nous avons pris un engagement il y a 80 ans et cet engagement est toujours d'actualité. Cet engagement s'applique à tous, petits ou grands. Toutes les puissances politiques, tous les niveaux de développement sont concernés. C'est avec une grande fierté que mon pays continue de s'engager en faveur de la mise en œuvre des normes internationales, bien qu'il y ait un problème de deux poids deux mesures et de manque d'équité. La Serbie, en effet, s'est toujours engagée à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les États membres des Nations Unies. Ce sont là des principes fondamentaux consacrés par la Charte des Nations Unies. Nous attendons des autres dirigeants de faire de même et de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de tous. La plupart le font d'ailleurs. Je leur en suis profondément reconnaissant. Après tout, comme je l'ai dit à plusieurs occasions, par le passé, le respect de la Charte des Nations Unies, ce n'est pas une question de choix. Bien au contraire, c'est une obligation contraignante et universelle qui s'impose à nous tous. L'intégrité territoriale n'est pas un principe mesuré à l'aune du pouvoir. Au contraire, si le principe d'intégrité territoriale s'appliquait de manière sélective, il cesserait de s'appliquer. Sa violation ici peut justifier le conflit ailleurs. On ne peut pas créer d'exception. Comme dans le cas de la Serbie, ça peut créer des précédents et des précédents dangereux. La Serbie, il y a 26 ans, a été brutalement agressée par l'OTAN. Cela a ouvert une boîte de Pandore. Les postulats du droit international ont été foulés aux pieds, le principe d'intégrité territoriale remis en cause. Les conséquences de tels actes menés par ceux qui se pensaient intouchables se ressentent encore aujourd'hui. Mais la Serbie reste encore aujourd'hui attachée aux principes de droit international, car nous sommes convaincus que ces principes doivent être respectés en toutes circonstances, sans exception et sans sélectivité aucune. Notre persévérance dans la défense des normes universelles reste inébranlable. Pour préserver la durabilité de ces normes, nous continuerons de défendre ces principes et nous continuerons de respecter ces principes pour la paix et la stabilité de tous. Ici, à cette tribune, j'ai l'occasion de réaffirmer l'importance de l'histoire pour mon pays, pour notre peuple. Kosovo et Metohija sont partie intégrante de la Serbie, un pilier fondamental de son identité, de sa culture et de son patrimoine spirituel. Ce n'est pas simplement une terre, c'est l'incarnation de ce que nous avons vécu sur ces terres. Ce n'est pas une préoccupation morale et historique uniquement, mais humaine également. Les circonstances dramatiques dans lesquelles vivent aujourd'hui les Serbes de Kosovo nous attristent. En effet, ils sont privés quotidiennement de leur droit à la vie, de la liberté de circulation, de la santé, de l'accès aux lieux de travail et aux propriétés. Ils vivent isolés. Ils souffrent de pénurie, de denrées alimentaires. Leur situation n'est pas locale ou ponctuelle. Elle concerne l'ensemble de la communauté internationale. La communauté internationale devrait pouvoir défendre les innocents qui souffrent. Il est effrayant de constater à quel point les Serbes sont attaqués, intimidés. Leurs biens sont confisqués, leur droit à utiliser leur langue est également limité. Les Serbes font également l'objet de discrimination. Leur vie est rendue plus difficile, ils sont privés des services les plus essentiels et se trouvent confrontés à des obstacles majeurs dans leur vie quotidienne. Tout ceci est fait pour les pousser à fuir Kosovo et Metohija. Mais nous sommes déterminés à prendre des mesures pour faire cesser la violence et assurer la sécurité et le respect du droit de tous. La compassion ne suffit pas, il faut des actions concrètes et des mécanismes de protection. Malgré les violations
des résolutions du Conseil de sécurité, la Serbie continue de croire en la capacité du dialogue à nous aider à trouver une solution durable, conformément au droit international et dans le respect des obligations internationales mutuelles. Comme par le passé, mon pays continuera de lutter pour la paix avec patience et de bonne foi. Troisièmement, les Balkans ne devraient pas être une arène permettant à d'autres de servir leurs ambitions. C'est un espace de responsabilité partagée. Aujourd'hui, les nations des Balkans méritent le droit de prendre en main leur avenir à l'abri de tutelles étrangères. La coopération, le dialogue, la confiance mutuelle sont des leviers essentiels dans les relations internationales, mais c'est important également au niveau régional. Notre région devrait se tourner vers l'avenir. Nous devrions servir les intérêts de tous les citoyens et tisser des liens économiques forts. Indira Gandhi avait dit un jour, on ne peut pas serrer la main en ayant le poing serré. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous tendons la main pour que les divisions s'estompent et que tous ceux qui aspirent à accomplir quelque chose de positif puissent le faire dans la vision européenne qui est la nôtre. La stabilité est d'ailleurs essentielle pour nous. C'est ce qui garantit le respect des accords de Dayton que nous avons signés et qui permettent le respect des peuples constitutifs de Bosnie-Herzégovine. Les Serbes, les Bosniaques et les Croates, toute violation de cet accord risque d'entraîner une intensification des tensions et de saper la paix. La stabilité et le fonctionnement de la Bosnie-Herzégovine ne peuvent être garantis qu'à condition que l'accord de Dayton soit respecté. Toutes les parties doivent se mettre d'accord. On ne peut pas laisser ce pays reculer vers un passé sombre que personne ne souhaite ressusciter. Le processus de réconciliation doit se poursuivre. Nous ne devrions pas hésiter dans notre détermination à promouvoir la stabilité régionale et dans l'effort qui contribue à la sécurité mondiale. Pendant exactement 30 ans, dans cette institution et ailleurs, une campagne est menée contre la République de Serbie et la Republika Srpska, l'entité se trouvant en Bosnie-Herzégovine. On nous dit depuis longtemps que la Serbie est sur le point d'attaquer et que la République Srpska est sur le point de violer l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine. Mais c'est un mensonge, un écran de fumée qui devait permettre à des représentants internationaux non élus de prendre en main les affaires en imposant des sanctions contre un des peuples constitutifs de Bosnie-Herzégovine et en lançant des procédures pénales pour condamner telle ou telle personnalité politique. Depuis le début du conflit en Ukraine, depuis 3 ans et demi, on parle aussi du risque d'attaque dans la région, mais cela n'est pas arrivé. Tout ceci est mensonger. Mais personne n'a présenté d'excuses pour ces mensonges. J'aimerais réaffirmer ici que la Serbie est un pays souverain et indépendant qui prend ses décisions en toute autonomie. Nous ne laisserons personne menacer notre liberté et notre pays. Quatrièmement, le monde est en train de changer. L'ONU doit évoluer pour demeurer un pilier de stabilité internationale. Réformer l'ONU, ce n'est pas seulement une tâche institutionnelle, c'est un devoir moral pour préserver la paix et la justice sur le long terme. Nous sommes bien conscients de la nécessité de réformer les Nations Unies et de revitaliser son système institutionnel pour qu'elle gagne en crédibilité, pour que cette organisation soit plus efficace, plus juste et plus adaptée aux besoins de ses États membres. Le Conseil de sécurité doit également être plus efficace pour répondre à son objectif principal qui est celui du maintien de la paix et de la sécurité internationale et pour tenir compte au mieux des réalités du monde actuel. L'Afrique en particulier
qui comprend 54 pays, qui est le continent le plus jeune, doit être mieux représenté. Nombreux sont les pays qui dépendent de l'ONU pour des compétences techniques, le financement du développement et de l'aide pour la réalisation des objectifs de développement durable, la réduction des programmes de développement et les coupes opérées actuellement risquent d'affaiblir ces initiatives. Nous serions heureux d'accueillir des institutions et des organismes des Nations Unies en Serbie, car, comme je l'ai dit, nous souhaitons continuer d'être un pont entre les pays développés et les pays en développement. Nous sommes à la croisée des chemins, nous sommes un carrefour en Europe, nous sommes en mesure également d'offrir à l'ONU des coûts opérationnels plus faibles par rapport à Genève, New York ou d'autres lieux. Nous pouvons accueillir des manifestations d'envergure. D'ailleurs, ce sera le cas pour l'Expo 2027. Notre région, en outre, est capable d'incarner une représentation européenne plus forte pour l'Organisation des Nations Unies. Cinquièmement, la Serbie restera indépendante et surmontera toutes les difficultés auxquelles elle se heurte aujourd'hui. Nous entendons bâtir un avenir marqué par la prospérité. C'est grâce à la souveraineté que nous pourrons dire oui, mais en imposant nos conditions. C'est l'adapter à nos besoins. L'indépendance n'est pas un privilège ou une faveur qui nous a été accordée. C'est un droit souverain et fondateur. Malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, la Serbie maintient le cap. Sa situation macroéconomique est stable et nos indicateurs économiques continuent de progresser dans la bonne direction. Les investissements dans l'infrastructure, dans la transition énergétique et la numérisation portent leurs fruits et montrent que mon pays reste attaché aux objectifs de développement durable. J'aimerais également prendre un moment pour vous informer qu'en 2027, la Serbie va accueillir l'exposition Expo 2027. Nous allons, grâce à cet événement, montrer au monde entier la force de notre culture, de nos sports, de notre créativité, une langue universelle qui transcende les différences et les dissensions. La Serbie entend jeter un pont entre les nations et ouvrir un nouvel horizon de coopération. La Serbie a emprunté la voie du développement et de la prospérité et reste déterminée à demeurer un membre à part entière de la communauté internationale et devenir un membre à part entière de l'Union européenne. Ce que nous voulons, c'est maintenir les relations de confiance et de bon voisinage. Nous souhaitons renforcer les relations bilatérales avec les principaux acteurs de la communauté internationale et nos partenaires européens. Nous avons toujours coopéré avec des pays africains également, d'Amérique latine et d'Asie. Nous sommes un partenaire respecté sur la scène internationale et nous espérons pouvoir compter sur ces liens d'amitié avec les pays du monde entier à l'avenir également. Mesdames et messieurs, en guise de conclusion, je dirais qu'à l'avenir, en Serbie, nous resterons convaincus que la paix est le principal fondement du développement. Nous continuerons d'investir notre énergie, nos connaissances et notre volonté pour bâtir un monde plus juste, plus sûr, un monde à la hauteur des aspirations des générations futures. Je vous remercie. Je remercie le président de la République de Serbie.